Avant Capitaine Perdu qui vient de sortir, j'ai pendant 6 ans, parce qu'il faut à peu près un an pour faire un album, pendant 6 ans j'ai adapté 2 romans de Jean Raspail, Sept cavaliers et Royaume de Boré. Donc c'est un travail de longue haleine, 6 ans environ, et pendant tout ce temps j'ai vécu avec Jean Raspail et avec son œuvre pendant toutes ces années, ce qui fait que je l'ai relu, lu des livres que je ne connaissais pas, parlé souvent avec lui, c'est devenu un ami. Et dans son dernier livre, qui s'appelle En canot sur les chemins d'eau du roi, qui relate ce qui est chez lui le voyage fondateur, qui est un livre de voyage qu'il a écrit sur sa première expérience de voyage en Amérique, qui était une reconstitution du voyage du père Marquette, le découvreur du Mississippi. Il avait refait le même parcours, c'est-à-dire remonter le Saint-Laurent, tomber dans les grands lacs, descendre le Mississippi. À un moment, sur les rives du Mississippi, dans l'Illinois, il avait campé dans Fort de Chartres, en ruine à l'époque. Aujourd'hui, les Américains l'ont restauré, c'est un peu Disneyland. Mais il avait campé là, et là, il avait entrevu qu'il s'était passé là quelque chose d'important. Ça se sent dans son livre. Il savait qu'un capitaine français nommé Saint-Ange, là, avait dû rendre les clés de toute l'Amérique française. Or, en France, on est resté sur la position de Voltaire pour quelques arpents de neige, en fait. Voltaire avait éliminé ça d'un revers de main. Or, les arpents de neige en question, c'est le Canada et environ 20 États américains. Donc, on est passé complètement à côté et personne ne connaît vraiment cette histoire. Donc je me suis plongé à partir du livre de Jean qui avait entrevu un peu ce drame qui s'était joué. Je me suis plongé dans les archives. Dans les historiens, il y en a qui s'y intéressent. Je pense à Gilles Havard, je pense au défunt professeur Jacquin, à des historiens américains comme Richard White. Et là a émergé un monde dans les actes paroissiaux que les jésuites faisaient dans les églises en rondins là-bas perdus. A émergé un monde qu'on ne connaît pas et qui est l'Amérique française. Et j'ai compris par déduction après ce qui s'était produit grâce à un autre événement, en fait, lorsque j'étais plongé dans la documentation, une anecdote sur Internet, une petite information que j'ai lue, je ne sais pas trop pourquoi, mais y a-t-il un hasard, le suicide d'un colonel, le colonel Jambon. Ce colonel se suicide à Dinant sur le monument aux morts des soldats d'Indochine. C'est un soldat d'Indochine et il a 86 ans, il se suicide avec une lettre qu'il appelle « Ma dernière cartouche pour une cause orpheline ». Je lis son courrier, très beau. En fait, il veut témoigner une dernière fois par ce geste de ce qu'il appelle sa part de honte. C'est-à-dire, il est là-bas perdu en Indochine, dans les montagnes du Laos, avec les Hmong. Alors les Hmong, les jeunes générations les connaissent un peu parce qu'ils sont dans le film de Clint Eastwood, Grand Torino. Voilà. Et ils ont après les années du colonel Jambon, eu des péripéties toutes plus difficiles les unes que les autres. Et lui n'a pas supporté de devoir abandonner ces gens au milieu desquels il vivait, alors que la raison d'État lui disait « mais maintenant on les laisse ». Et au même moment, je suis dans mon colonel Saint-Ange, mon capitaine Saint-Ange, vous voyez, je fais un lapsus révélateur, et je vois que ce capitaine français, qui s'appelle Croston de Bellerive de Saint-Ange, qui est chargé de rendre le dernier fort à l'anglais, qui est Fort de Chartres sur les bords du Mississippi, il ne rentre pas en France. Il ne rentre pas en France, il passe de l'autre côté, et il termine sa carrière dans ce qui est la rive ouest du Mississippi, qui est une zone un peu floue, mais qui est à l'Espagne, et donc il termine sa carrière comme espagnol. Je me dis, c'est quand même curieux, cette vieille noblesse française qui est là-bas. Et je comprends qu'en fait, l'ancêtre du colonel Jambon s'appelle Saint-Ange, et que lui aussi n'a pas supporté d'abandonner non pas ses Hmong à lui, mais qui sont ses Indiens illinois, et qui sont là-bas sur les bords du Mississippi et dans les forêts américaines. Et que ce héros-là, ce capitaine-là, est l'ancêtre du colonel Jambon, mais aussi du colonel Charton qui refuse d'évacuer Kaobang comme on lui le demande et qui emmène toute la ville à travers la RC4, de Élie de Saint-Marc qui est traumatisé par ses Tonkinois, etc.
Et j'ai compris que l'aïeul de tous ces capitaines-là, il était là-bas sur les bords du Mississippi. Et je me suis, après, on a très peu d'informations sur lui, hein, donc j'ai fait acte de création avec son histoire, mais la filiation m'a paru une évidence. J'ai commencé dans un journal très connu en bande dessinée qui s'appelait, quand j'étais encore étudiant, qui s'appelle Métal Hurlant, qui était consacré à la science-fiction. Mais Métal Hurlant était dirigé par quelqu'un de très éclectique, de très cultivé, qui s'appelle Jean-Pierre Dionnet. Et Jean-Pierre Dionnet était un lecteur de Jean Raspail. Et donc, dans Métal Hurlant, quand Jean Raspail, on est dans les années 80, sortait des livres, et là, il sortait d'excellents livres dans cette période-là, Qui se souvient des hommes, Sept cavaliers. Donc, c'était critiqué très favorablement dans Métal Hurlant. Donc, je les lisais. Hein, et je suis rentré en Jean Raspail à ce moment-là. Donc, quand vous aimez un auteur, vous tirez le fil de tout ce qui vous plaît chez l'auteur en question. Donc, j'avais lu à peu près toute son œuvre, grosso modo. Et puis, j'ai fait une carrière un petit peu de dessinateur de bande dessinée, mais seulement de dessinateur, qui ne me satisfaisait plus vraiment. Donc je voulais raconter mes propres histoires, et là je me suis tourné vers Jean Raspail en disant je vais adapter un de ses romans. Voilà. Et j'ai adapté Sept cavaliers, chez qui je trouvais, je l'ai dit souvent, une petite parenté avec Hugo Pratt. Voilà. Dans la façon... Et en parlant après de Jean Raspail, je me suis rendu compte que Raspail était un grand lecteur de Pratt. Et ils avaient la même culture, et notamment, entre autres, l'Amérique française. Jean Raspail a fait des livres sur les Indiens, et Pratt était un très grand connaisseur et a fait des livres aussi, Fort Wheeling, etc., sur cette période. Ils avaient une culture qui se ressemblait un peu, quoi. Et c'était des voyageurs aussi. Pratt était un grand voyageur, Raspail a consacré sa vie à ça. Donc il y avait une parenté. Raspail n'était pas si loin que ça de la bande dessinée. Et lorsque j'ai commencé à le faire, à adapter Sept cavaliers, la parenté m'a paru évidente, donc j'ai fait ça assez naturellement. J'ai rencontré Jean Raspail à ce moment-là, et une amitié est née, et puis j'ai continué après avec Royaume de Boré. Voilà. Ça a commencé comme ça. Alors tout à l'heure, vous nous avez raconté que... en plus, vous aviez une certaine parenté, non pas avec Jean Raspail. C'est amusant parce que je suis rentré dans Jean Raspail par un livre qui est, ce que moi je considère comme son plus beau livre, qui s'appelle Qui se souvient des hommes. Donc la pointe de la terre de feu, les Indiens à la calouffe, qui sont un élément fort dans la création de Jean Raspail, parce qu'il entreaperçoit dans les années 50 le dernier de ces Indiens, le dernier canot de ces Indiens à canot qui naviguent entre les glaçons dans ce pays fuégien. Il les aperçoit, il en fait une description précise, il entre en contact pour leur distribuer un peu de nourriture, je crois. Et cette image le marque profondément, c'est-à-dire ces gens qui sortent il y a 2000 ans en arrière, quoi, voilà. Et des années après avoir lu le spécialiste de la période qui s'appelle José Empereur et qui a sauvé la mémoire des Alakalouf, qui est un archéologue, un peu ethnologue de la génération de Lévi-Strauss, si vous voulez, hein, c'est la même génération. José Empereur fait un livre qui s'appelle Nomades de la mer. Il déchiffre, personne ne l'a jamais fait, les Alakalouf, leur langage, leur panthéon, on ne les a jamais compris, on ne sait jamais ce qu'ils ont raconté. Donc il comprend que ces gens qui vivent nus dans la glace, qui s'enduisent de graisse, qui n'ont comme toute technologie qu'un canot qu'ils savent faire, et qui vont de grève en grève. Ils ne rentrent jamais à l'intérieur des terres qui les effraient beaucoup. Donc ils vont de grève en grève, et il y a encore en Patagonie, sur certaines grèves, des montagnes comme ça de moules, de coquilles de moules, qui sont celles qui ont été stockées par les Alakalouf qui s'en nourrissaient. Et à partir de cela, il fait un très beau livre qui part de l'arrivée des Alakalouf, poussés par les nouvelles arrivées venues du détroit de Bering, poussés pour se retrouver dans ce vide, et jusqu'à leur extinction, quoi. Donc, magnifique livre, très primé.
je lis ce livre, et quand je veux adapter Jean Raspail, je repense à ce livre, et je me dis si j'adaptais Qui se souvient des hommes. Simplement, c'est une voix extérieure, c'est pas de bande dessinée, j'y arrivais pas en bande dessinée, c'était pas possible, il n'y a pas de dialogue, la calouf moyen se prête peu à s'exprimer en bulle. Donc je n'y arrive pas et je fais 7 cavaliers. L'anecdote, c'est que je raconte ça comme devant vous un jour dans une télévision, et je dis, bah voilà, les Alacalouf, José Empereur qui est leur mémoire, Jean Raspail, etc. Et en sortant de cette télé où je suis avec Jean Raspail, il faut savoir que Jean Raspail est de cette région. Nous sommes là, vous venez me visiter dans la Drôme. La Drôme, un peu plus au sud, est remplie de Raspail qui font soit de la clairette, soit autre chose. Raspail, ça se dirait quelque chose comme Raspailla en patois, c'est-à-dire c'est lié à la moisson, vous voyez, au grain qu'on ramasse sur les rablés, vous voyez, voilà. C'est un nom d'ici, donc nous sommes de la même région. Jean Raspail a habité très longtemps, d'ailleurs un peu plus bas, à Sablé, et il connaissait parfaitement ses origines, plutôt vers le comtat venessin. Donc je dis ça, et je dis mais ce empereur, il ne serait pas de notre région, Jean, puisque moi j'en ai dans ma famille, les empereurs. En faisant ça, le lendemain, Jean ne savait pas. Je googlise empereur, je le trouve, la date de sa mort, pas très loin d'ici, ce qui effectivement, la date de sa naissance, pardon, pas très loin d'ici, il est mort en Patagonie. Et puis, je ne sais pas ce qui me prend, je vais sur Généanet, je mets son nom, je le trouve, il y a une fonction ascendant, je clique sur ascendant, sa généalogie devient la mienne. Vous voyez, la boucle était bouclée. J'étais rentré en Jean Raspail avec José Empereur et j'avais bouclé la boucle. Donc ces planches-là, qui ne sont pas parues encore, hein, c'est Capitaine Perdu, tome 2. Ça, c'est la première planche de Capitaine Perdu. On est à Fort des Ouétanons, qui est sur l'Ohio, qu'on appelait à l'époque la Belle Rivière, que les Français appelaient la Belle Rivière, et qui est, je vais la mettre à la caméra, voilà, Fort Ouétanon. C'est là que s'est jouée vraisemblablement la cession d'Amérique française, Pontiac ne pouvant plus tenir, puisque beaucoup de ses alliés avaient été ravagés par la variole, que vraisemblablement les Anglais avaient donné dans les couvertures. C'était la première guerre biologique, en fait, bactériologique. Et à Ouétanon, après 7 ans de guerre, 5 ans de guerre, pardon, Pontiac a dû commencer à lâcher du terrain. Mais la guerre se poursuit, puisqu'en fait, plus à l'ouest, autour de Fort-de-Chartres et tout, les Shawnee, les Illinois, etc., n'ont pas lâché. Donc la guerre se poursuit. Comment arrivez-vous à vous documenter sur... parce que ce que vous faites, c'est de la création, mais... Oui, c'est-à-dire que c'est le drame du dessinateur, c'est réaliste. Hein, lorsqu'on fait on restitue une époque, comme ça, il faut la maîtriser pour pouvoir la restituer. Donc là, c'est assez... Sur des périodes comme Capitaine Perdu, c'est pas simple, parce qu'effectivement, entre les Indiens Kickapoo, Mascoutins, Miami, où on n'a pas toujours la documentation nécessaire. Alors, il faut plonger là-dedans, il faut lire d'abord beaucoup les historiens, il faut... les paysages, bon, on imagine, ça se trouve, mais les uniformes, pour les militaires, ça va. Ma plus grande difficulté, ça a été les Indiens, parce qu'effectivement, il y a une diversité, il faut bien dire qu'on a perdu, qu'on a perdu. Alors, il y a quelques musées qui ont de belles documentations, mais c'est pas le plus évident. Je voudrais dire une chose sur les Indiens, c'est que ce monde français, il survit. L'historien Gilles Havard a une très belle formule, il dit c'est un monde fantôme. Et ce monde fantôme, il survit, sa mémoire est surtout chez les Indiens aujourd'hui. Les Américains, on le sait, surtout aujourd'hui où on est une colonie américaine, les Américains ne regardent pas beaucoup derrière eux, peut-être parce que c'est pas tout à fait regardable non plus, hein, mais ils ne regardent pas beaucoup en arrière, le passé ne les fascine pas, alors que les nations indiennes, qui sont réparties comme ça des grands lacs jusqu'au contrefort des Rocheuses, les anecdotes fourmillent
de gens qui, quand vous les croisez, ont des noms français et qui vous disent encore I am a Frenchman, ou je suis un Français. Voilà. Donc ça, c'est assez touchant sur ce monde-là. La mémoire des Français est chez les Indiens. Les Français d'abord étaient très métissés, donc ils épousaient, je sais que je cite souvent cette année-là, mais 1760, à Fort de Chartres, 20 baptêmes, 16 ont une mère indienne pure. Voilà. Donc un Français, ça ressemble beaucoup à un moment à un Indien. Et comme le monde anglo-saxon est arrivé, qui les a submergés, les a donc traités comme des Indiens, donc ils sont allés du côté de la mer. Voilà. Et c'est pour ça que cette mémoire est transmise chez les... Voilà. On ne regarde pas souvent l'info en France, on regarde pas ça, nous non plus, nous ne regardons pas. Hein. On n'aime pas avoir été colons, donc voilà une colonisation qui est revendiquée, puisqu'en fait, au moment où les Français s'en vont, les Indiens se lèvent, se dressent contre les Anglais, font la guerre et la font très bien, parce que suite au traité de Paris 1760, ils mettront 5 ans pour arriver à Fort de Chartres. Et à part une petite anecdote un peu violente qui fait que l'émissaire est prisonnier, menacé d'être tué, l'émissaire lui-même pense qu'il n'aurait jamais pu arriver au bout s'il n'y avait pas eu cette espèce de rixe. Donc les Indiens empêchent les Anglais d'aller plus loin, mais les Indiens se battent sous le drapeau à fleur de lys, et Pontiac, qui mène la révolte, se bat en grande tenue des compagnies franches de marine de Louis XV. Voilà. Alors, bon, on regarde rarement ça, mais je trouve que c'est assez important. Néoline, le prophète de la Loire, dit il faut rejeter tous les Blancs à la mer, sauf les Français. Les Français vivent avec nous. Voilà. Donc c'est une espèce c'est un monde particulier qui s'était créé. D'accord, oui. Voilà. Donc, que l'on ne connaît pas. Quoi. Oui. Donc les colons français n'étaient pas si mauvais que ça. Mais ils étaient mêlés. Voilà, ils étaient mêlés. Les villages sont mixtes. Ouais. C'est le contraire absolu du monde anglo-saxon qui fait qu'on ne peut pas même voisiner. Ouais. Donc on invente ensuite des solutions pour vivre ensemble, parce qu'on ne peut pas supporter l'autochtone ou celui qu'on a importé qui est noir après. Donc on invente le communautarisme, qui est un système pour arriver à vivre ensemble. Et puis après on invente dans les universités américaines le politiquement correct, comment on en parle. Voilà. C'est ça le système. Mais revenons à la période française, qui n'a rien à voir avec tout ça, et qui est le contraire absolu de cette période-là, puisqu'en fait, ils vivent ensemble et ça ne leur pose pas de problème. Voilà. Jean Raspail revient en tête de l'actualité. Ah oui, avec le camp des Saints. Oui. Avec le camp des Saints. Est-ce que vous allez illustrer le camp des Saints? Quand Jean Raspail, quand j'ai adapté Sept cavaliers, Jean Raspail, de façon très amusante et sympathique, me dit « Mon plus gros succès, Jacques, c'est le camp des Saints. Et si vous voulez un gros succès, il faut faire le camp des Saints. » Et je lui ai dit « Écoutez, pas pour moi, parce qu'en fait, ça ne correspond pas à mon dessin, tout simplement. J'ai un dessin assez... Bien que je sois quelqu'un de plutôt pessimiste, j'ai un dessin assez heureux, on va dire. Et le camp des Saints est très sombre. Et je pense que je ne le ferai pas très bien. Hein. Ces masses grouillantes sur les bateaux, j'ai l'impression que je ne saurais pas le faire vraiment. Quoi. Ça ne me correspond pas. Je pense qu'il faudrait quelqu'un qui a un dessin plus noir, vous voyez, voilà. Ce que je n'ai pas. Hein. Je sais pas faire. Je pourrais faire le scénario, mais là je pourrais pas dessiner Je peux faire le scénario si un candidat. mais je ne suis pas. Je suis pas le bon dessinateur pour ça. C'est pour ça que je me suis consacré à des ouvrages de Jean Raspail qui ont un souffle extérieur, hein, qui ont des grands espaces, voilà, des choses qui me correspondent. C'est pour ça que Capitaine Perdu, ça me correspond. Il y a de la nature. C'est ce que je partage plutôt avec Jean Raspail, c'est son goût pour les ailleurs, un peu comme ça, difficile à cerner, pour les marches, quoi, voilà. Oui, d'accord. Alors, écoutez, on va peut-être le vivre ici, donc on va pas s'illustrer. C'est pas la peine de le raconter, nous le voyons. Mais c'est pas le seul point. Moi, c'est ce qui m'a frappé lorsque j'adapte Jean Raspail. Je vous donne un exemple. Dans Sept cavaliers, vous avez à un moment la jeunesse
et d'une violence que la génération précédente ne comprend plus. Ça aussi, on le voit, quoi, hein, c'est-à-dire une violence venue d'une jeunesse. Et il y a plein de petites choses comme ça qui sont dans Jean Raspail qui prennent tout son sens très longtemps après. Voilà, c'est le propre de cet écrivain, de nous parler un peu d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il il aime tellement que ça le mot prophète, mais c'est vrai qu'il nous parle. Il y a un moment, il nous a parlé de demain, quoi, qui est venu aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup pour ça. Merci à vous d'être venu me voir dans mon fief.